Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment on peut créer un carrousel en utilisant le minimum de JavaScript possible grâce notamment au système de snapping que l'on a en CSS. Alors pour vous donner un exemple concret, je vais avoir par défaut une grille de différentes cartes. Et on a envie de faire en sorte que ça soit responsive. Donc lorsque je passe sur mobile, le premier réflexe serait de faire en sorte que les éléments s'empilent les uns sous les autres. Le problème, c'est qu'alors l'élément va occuper beaucoup d'espace en hauteur, ce qui va nous obliger à scroller pour pouvoir afficher les contenus qui sont en dessous. Ce qu'aimerait bien plutôt le client, c'est avoir les éléments qui vont s'aligner les uns à côté des autres avec un scroll qui va être horizontal. Donc notre objectif, ça va être de reproduire ce système-là. Pour mon cas, j'ai ici une div qui va avoir la classe Rooms et qui va ensuite avoir différents enfants qui vont avoir la classe Room. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que ça s'affiche correctement sur desktop, mais aussi sur mobile. Donc d'abord, on va commencer par les écrans larges parce que ça va être le type d'écran qui va demander le moins de travail. Donc d'abord, on va préciser que pour nos chambres, on va vouloir une grille. On va mettre un display grid. Ensuite, on va préciser que l'on veut 4 colonnes, mais on pourra adapter en fonction de nos besoins. Donc pour cela, je vais utiliser le grid template colonne, repeat, et on va dire répète 4 fois une fraction. Ensuite, je vais préciser que je veux un gap entre ces colonnes, parce que là, pour l'instant, tout est serré, et on va mettre un gap de 1 REM. Et rien qu'en faisant ça, on a une disposition qui est satisfaisante sur desktop. Alors je vais juste enlever 2 cartes pour qu'on en ait pile poil 8. Maintenant arrive le problème du mobile. Donc par défaut, le premier réflexe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se mettre sur un iPhone XR, ça serait de préciser lorsqu'on est sur un petit écran. Donc on va préciser que ça sera lorsqu'on aura une largeur maximale de 1000 pixels. Visera ensuite pour changer cette valeur-là, on va changer notre système. Donc déjà, on va préciser que notre conteneur va être en display flex et non plus en display grid. Automatiquement, on voit que les cartes se rapetissent. Alors, il essaie de les rendre les plus petites possibles pour faire en sorte qu'elles s'alignent. Et là, il n'arrive pas à les rentrer dans le conteneur. Et en plus, ça va dépasser. Donc, on voit que toute notre page est scrollable. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais préciser que je veux un overflow. Et on va faire un overflow X en automatique, ce qui va permettre d'avoir une scroll bar et de faire en sorte que les éléments ne dépassent pas. Et maintenant, on peut scroller juste ce conteneur-là. Alors nos cartes ont des largeurs trop variables, donc je vais rajouter que pour chacune de nos cartes, je vais vouloir une largeur minimale de 250 pixels. Cette valeur est complètement arbitraire et vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins. Mais 250 pixels, pour avoir fait des essais, ça donne une largeur qui est satisfaisante. On le voit, nos ombres portées sont un petit peu coupées, parce que c'est à cause de l'overflow qui masque ce qu'il y a sur le bord. Donc on va rajouter au niveau de notre conteneur un petit peu de padding, et on va prendre un padding qui est la moitié du gap. Donc ici, on fera un padding et on mettra un padding de 0,5 REM. Alors ça va rajouter effectivement notre espace, mais le problème c'est que ça va décaler aussi nos éléments par rapport au conteneur. On le voit, c'est pas aligné sur le texte que l'on a en bas. Donc pour contrebalancer ce problème-là, on va mettre des marges négatives de moins 0,5 REM. Et là, ça permet de réobtenir l'alignement. Malgré tout, on a un petit inconvénient, c'est que quand on scrolle, on voit que les éléments ils disparaissent sur une valeur arbitraire. Moi, j'aimerais bien qu'ils disparaissent vraiment collés au bord de la page. Donc plutôt que de mettre un margin de 0,5 REM, je vais mettre un margin qui est égal au padding du container. Donc mon container comme ça, il a un padding de 1 REM à gauche et à droite. Donc je vais faire en sorte que mon élément il soit décalé de moins 1 REM. Comme ça, quand je vais scroller, hop, on voit que les éléments disparaissent vraiment sur le bord de l'écran. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que je change le padding que j'ai sur les bords et on va mettre 1 REM. Alors le dernier point qui nous reste, c'est que quand je scrolle, je peux me retrouver avec un élément qui est ici et c'est pas forcément très joli. Normalement, sur un carrousel, quand je scrolle, automatiquement la carte qui est visible se met au centre de l'écran. Et on peut faire ça grâce au système de scroll snap. Donc d'abord, sur notre conteneur, on va rajouter une propriété qui s'appelle scroll snap type. Et on va préciser le type d'alignement que l'on veut. Donc d'abord, on va préciser la direction. Donc nous, on veut que ça snap sur le X. Et ensuite, on va rajouter proximity. Proximity va permettre de spécifier que la zone visible va automatiquement s'aligner sur le point d'alignement des éléments qui sont des enfants. Le comportement peut varier d'un navigateur à l'autre, mais c'est le principe général. Ensuite, sur nos éléments, donc nos chambres ici, je vais rajouter un scroll snap align et on va préciser que c'est le centre de l'élément qui doit être utilisé comme repère. Et on va le voir dès que je vais scroller un petit peu. Donc là, je scrolle pas beaucoup, donc je reviens sur ma carte. Mais si je scrolle et que j'affiche cette carte-là, automatiquement, c'est la carte qui va venir se centrer.
Donc ça permet à l'utilisateur de scroller et de toujours avoir une carte de visible. Et on a un comportement qui est proche de celui d'un carrousel que l'on aurait écrit en JavaScript. Sur desktop, on a un système de grille classique. Sur mobile, on a ce système de carrousel qui se met automatiquement. Et vous le voyez, on n'a vraiment pas besoin de JavaScript pour le coup. Alors maintenant, on se retrouve face à un client qui nous dit: «Oui, mais moi, j'aimerais pas avoir ici sur, desktop, 2 lignes, j'aimerais bien avoir qu'une seule ligne avec un petit bouton à droite qui permette de scroller». Donc d'abord, on va mettre en place le système sur une seule ligne. Si on veut avoir un peu le même comportement que sur mobile, il va falloir faire en sorte que nos rooms ne soient pas en display grid, mais soient en display flex. Donc je vais changer ce comportement et ici mettre en display flex. On va toujours garder le gap de 1 REM. Donc ensuite, on va faire un petit peu comme ce qu'on faisait sur mobile, on va préciser une largeur minimale, mais il va falloir calculer cette largeur minimale pour faire entrer autant de cartes que l'on souhaite. Donc moi, je me dis qu'au niveau de ce système de rooms, je vais créer deux variables CSS. Une première qui va permettre d'indiquer combien d'éléments je veux. Une seconde variable qui va permettre de préciser le gap, parce que le gap va nous intéresser dans le cadre du calcul de la largeur de nos éléments. Ce qui fait qu'ensuite, le gap, je peux utiliser ma variable CSS. Pour l'instant, ça ne change rien, mais je vais pouvoir maintenant, sur mes chambres, préciser une largeur minimale basée sur un calcul. Alors, c'est quoi la largeur minimale? Si je veux 4 éléments, je vais avoir 100% par défaut, et chaque élément prendra 25%. Sauf que dans ce calcul, il va falloir retirer la valeur du gap, parce qu'en vrai, on n'a pas 100% d'espace occupable, on a 100% moins 3 fois le gap. Donc ici, je vais lui dire de calculer. Donc on va faire 100% moins, alors moi j'ai dit 3 fois, mais en fait 3 c'est le nombre d'items moins 1. Donc ici on fait la variable items moins 1. Et ça, on le multiplie par la variable gap. Et ça nous donne la largeur de l'élément. Cette largeur-là, on va la diviser par le nombre d'items que je veux. Donc divisé par la variable items. Donc c'est un peu la partie calcul, mais on voit qu'automatiquement, ça fait en sorte qu'on ait 4 éléments dans notre container. Pile poil, et ils rentrent parfaitement bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au niveau de ce système de rooms l'overflow X automatique que j'avais normalement mis que pour mobile. Ce qui veut dire que dans le cadre des mobiles, je peux me retirer ce display flex. Donc on voit que les éléments s'affichent bien. On se retrouve avec le même problème que celui que l'on avait sur mobile, à savoir que les éléments ont leur ombre qui est coupée. Donc au niveau de mon rooms, je vais rajouter un padding et un margin négatif. Sauf que je ne vais pas avoir besoin de mettre un REM dans ce cas-là. Je vais mettre juste la moitié de mon gap. Ou carrément, ce que je peux faire, c'est le calculer de manière automatique. Lui dire ici, calcule la variable gap multipliée par 0,5. Et fais la même chose pour ici le margin. Et pour le margin, tu vas mettre fois moins 0,5. Ça va créer un léger décalage, ce qui permettra aux éléments d'être correctement visibles avec leur ombre portée. Et ça crée aussi un petit décalage de la scroll bar qui permet de laisser un peu de place. Dans le cas des grands écrans, on veut qu'il y ait un snapping, mais on veut que le snapping se mette sur la gauche. Donc à ce niveau-là, je vais préciser que je veux effectivement un scroll snap type X proximity, mais par contre sur les éléments enfants, on va mettre un scroll snap à ligne et on va mettre start pour s'aligner au démarrage de l'élément. Si je m'arrête ici, hop, on voit que ça met bien sur le bord. L'inconvénient, c'est que ça se met vraiment sur le bord de mon conteneur et du coup, ça coupe encore notre petite ombre portée. Pour éviter ce problème-là, on va pouvoir jouer sur le scroll padding qui permet de rajouter un padding à la zone scrollable. Donc au niveau de mes chambres, je vais faire un scroll padding inline. Donc ça permet de mettre un padding sur les deux côtés et on mettra un padding qui est égal à cette valeur-là. En fait, à l'intérieur de notre élément, on a un padding de 1/2 REM. Donc ça veut dire que quand on scrolle, on ne veut pas que l'élément, la partie gauche de l'élément s'aligne à gauche de notre espace, on veut que ça s'aligne par rapport au padding. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire ça. Dans le cadre des mobiles, on va revenir rajouter ici qu'on ne veut pas de padding inline pour notre scroll. Si maintenant j'essaie de scroller un petit peu et que je vais sur un élément en particulier, on voit que cet élément-là s'arrête correctement, bien aligné par rapport à notre texte. Bon, concrètement, avoir une scroll bar sur desktop, c'est pas forcément idéal. Les gens sont plus habitués à avoir des boutons qui permettent de scroller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des boutons et quand on va cliquer sur ces boutons, on va demander à notre élément de scroller de 4 éléments. Donc d'abord, on va commencer par la partie HTML.
Donc là, je vais entourer tout mon carrousel d'une div qui va permettre de mettre les choses en relatif parce que mes boutons vont être ensuite positionnés en absolu. Je ne mets pas mes boutons à l'intérieur ici parce que ce conteneur-là est un overflow X automatique. Donc ça va masquerer notre bouton qui serait un peu en dehors de notre carrousel. Donc ici, je vais créer une div et je vais mettre une position relative. Donc j'ai déjà préparé ces classes-là. Voilà. Et ensuite, je vais créer des boutons. Donc on va avoir un premier bouton qui permettra d'aller à l'élément suivant. J'ai déjà préparé des classes pour le style. On va l'appeler rooms underscore navigation. Et ça sera le bouton suivant. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit SVG qui va permettre de faire le bouton suivant. Et je vais faire la même chose, hop, pour la partie précédente. Ici, ça va être prev. On va mettre le même SVG et voilà. Au niveau de ces boutons, je les ai juste mis en position absolue avec un top particulier, mais on pourrait les disposer comme on veut. Donc quand je vais cliquer ici, je vais vouloir faire en sorte de scroller d'un certain nombre. Malheureusement, il n'est pas possible de le faire simplement en CSS, et là, on va devoir écrire un petit peu de JavaScript. Alors pour m'aider à localiser mes différents éléments, je vais venir rajouter des attributs au niveau de mon système. Donc déjà, je vais préciser que ça, c'est le conteneur général, donc on va rajouter un data-slider. Ensuite, je vais rajouter un data-slider-wrapper pour identifier l'élément qui va contenir nos enfants. Et ensuite, je vais rajouter ici 2 data qui vont me permettre de déterminer que ça, c'est l'élément qui permet d'aller à l'élément suivant et l'autre à l'élément précédent. Maintenant, dans mon main.ts, je vais venir créer une classe. Alors moi, j'aime bien utiliser des classes parce que ça me permet de structurer mon code dans un seul et unique objet, mais vous pouvez faire ça comme vous voulez. Donc moi, je vais créer une classe slider et cette classe-là, elle va avoir un constructeur et ce constructeur, il va prendre un élément. Donc typiquement, ça sera cet élément-là. Donc à ce niveau-là, je précise que j'aurai un paramètre élément et je rajoute un petit peu de JSDoc pour expliquer de quel type il est. Je vais profiter de ce constructeur pour pouvoir initialiser toutes les variables qui vont m'être nécessaires plus tard. Donc je vais faire un this, on va avoir une première variable nextButton et on va prendre notre élément et faire un query selector pour venir trouver l'élément qui a l'attribut data-slider-next. Ensuite, je fais la même chose pour trouver l'élément précédent, donc c'est le prev button. Et je vais aussi avoir besoin du wrapper. Donc le wrapper, on va simplement l'appeler wrapper, et ça sera le data-slider-wrapper. Donc il va falloir que je détecte quand je vais cliquer ici pour passer à l'élément suivant. Et il me faudra faire la même chose sur la partie de gauche. Donc là, je m'imagine que moi, je vais avoir une fonction move qui va permettre de déplacer notre carrousel d'une page vers la droite ou vers la gauche. Donc c'est une fonction qui prendra en paramètre un numéro qui sera le nombre de décalage que je souhaite faire. Donc ce paramètre-là, ça sera un nombre. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton suivant, donc le Next button, je vais lui demander de faire un Add Event Listener et lui dire quand on va cliquer dessus, j'ai envie que tu appelles la fonction move et que tu incrémentes d'un cran. De la même manière, lorsqu'on appuiera plutôt sur le Prev button, on va vouloir décaler d'un cran vers la gauche. Maintenant, dans notre fonction move, il va falloir vérifier est-ce qu'on peut aller par exemple à la gauche ou à la droite. Donc, il nous faut deux informations qui vont être importantes. C'est le nombre de pages que l'on a dans notre carrousel et ensuite la page courante sur laquelle on est. Pour cela, on va nous utiliser des calculs. On ne va pas forcément garder un état interne. Donc d'abord, on veut connaître le nombre de pages qui sont disponibles. Donc on va créer un getter que l'on va appeler page qui nous renverra le nombre de pages de notre carrousel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le nombre d'enfants que l'on a dans notre carrousel. Pour cela, on fait un this, wrapper, et on récupère les children. Donc ça va nous donner tous les éléments qui sont enfants de cet élément-là. Et on va lui dire, j'aimerais bien que tu me donnes la taille. Et cette taille, on va la diviser par le nombre d'éléments qui sont visibles. Alors ce nombre d'éléments visibles, pour l'obtenir, on va pouvoir utiliser la variable CSS items. Finalement, lorsqu'on a besoin de connaître le nombre d'éléments, il suffit de regarder dans notre CSS quelle est cette valeur-là. Comme ça, si l'administrateur décide de passer à 5 éléments, ben, on pourra changer cette valeur-là. Donc à ce niveau-là, je vais faire un parseInt. Je vais ensuite faire un window.getComputedStyle et je vais récupérer le style de mon wrapper. Donc ça permet d'avoir le style interprété avec toutes les variables qui ont été interprétées. Et je vais récupérer la valeur de ma variable CSS items. Et ça, je le parse en base 10. Donc ça me donne le item to scroll.
ou le item per page ou ce que vous voulez. Et donc, je peux ensuite utiliser ça à ce niveau-là. Alors, on va faire un essai de suite. À ce niveau-là, une fois que j'ai bind mes différents événements, je vais lui demander de faire un console.log du nombre de pages. Et ensuite, on va créer un nouveau slider en se basant sur l'élément qui a l'attribut data. Alors, hop là, il faut bien mettre les bons guillemets, data-slider. Regardons notre console. Déjà, on n'a pas d'erreur, c'est une bonne chose. Et on voit qu'on a 2 pages. Donc, effectivement, il y a 8 éléments. Si on en avait un petit peu moins, imaginons par exemple, je supprime le dernier élément ici, on aurait 1,75. Donc là, il va falloir lui dire, il faut que tu arrondisses toujours à la virgule supérieure. Si on a 1,2, ça veut dire qu'on a 2 pages. Si on a 1,75, on a aussi 2 pages. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire ici, le résultat de cette division, tu vas l'arrondir à la virgule supérieure, grâce à la fonction sale qui est disponible sur Math. OK. Maintenant, il va nous falloir une autre fonction qui permet de calculer sur quelle page on est. Cette fonction, on va dire que la première page, ça sera la page 0 et la deuxième page, ce sera la page 1. Pour calculer la page courante, je me dis que le plus simple, c'est de calculer de combien on a scrollé et de factoriser ça par rapport à la largeur de mon élément. Donc, basiquement, pour connaître la page courante, je peux faire un return de math.sale vis.wrapper.scrollLeft, ce qui va me donner la position du scroll, divisé par vis.wrapper.offsetWidth, qui est la largeur de mon container. Et ça va me donner le numéro de la page courante. Maintenant, faisons un petit console log des deux valeurs. Donc, on va loguer vis.pages et vis.page. Donc, je m'attendrai à obtenir 2 pages et par défaut, je suis sur la page 0. Je clique ici. Je suis effectivement sur ici la page 0 sur 2 pages. Je vais scroller tout à fait à droite. Je clique ici et là, il détecte que je suis sur la page numéro 1. Si je scrolle un petit peu au milieu, je suis ici sur la page numéro 1 toujours. Maintenant que j'ai ces 2 valeurs, je peux revenir dans mon calcul ici. Donc d'abord, je vais calculer la nouvelle page. Donc je vais faire un new page et je vais lui dire de faire un vis.page qui me donne la page courante et je vais rajouter n qui vaudra 1 ou moins 1 en fonction de la direction dans laquelle je souhaite aller. Maintenant, on peut se retrouver dans des situations un peu compliquées. Donc par exemple, si la nouvelle page est inférieure à 0, c'est pas possible. Donc dans ce cas-là, je vais préciser que new page reste à 0. Donc là, je vais changer ma variable pour mettre un let vu que je la réassigne. Ensuite, on a aussi le cas, si la nouvelle page est supérieure ou égale au nombre de pages totales que l'on a dans notre système, il y a un problème. Et dans ce cas-là, on forcera la nouvelle page à être vis page moins 1. Donc dans notre cas, ça peut être que 0 ou 1, parce qu'on n'a que 2 pages. Voilà, donc là, on a contraint les choses. Maintenant, on va pouvoir demander à notre système de scroller en fonction. Donc pour cela, je vais faire un vis.wrapper et je vais utiliser la méthode scrollTo qui va me permettre de faire un scroll. Je vais rajouter un behavior et je vais lui dire que je veux avoir un scroll qui est smooth. Ça va permettre d'avoir une animation lors du scroll. Et ensuite, je vais rajouter un left. Alors pour faire ce left, il va me falloir trouver l'élément qui correspond à la page. Si je suis sur la page 0, ça veut dire que je veux scroller au premier enfant. Si je fais un exemple concret, on va prendre notre wrapper, on va récupérer le premier enfant et on va récupérer son offset left, c'est-à-dire sa position par rapport à la gauche. Si je avance un petit peu, je clique ici sur suivant et automatiquement, ça scrolle toujours à l'élément 0. Sauf qu'évidemment, moi, je voudrais quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc à ce niveau-là, il va me falloir calculer l'élément sur lequel je veux arriver. Donc ça veut dire que j'ai besoin du numéro de la page multiplié par le nombre d'items que j'ai par page. Et ce numéro-là, on l'avait calculé ici, mais on ne l'avait pas forcément mis ailleurs. Donc je vais devoir dupliquer ce calcul-là, ce qui n'est pas idéal. Donc je vais créer plutôt un getter. On va l'appeler items to scroll. Et je vais déplacer la logique que j'avais écrite ici, à ce niveau-là. Et comme ça, hop, à ce niveau-là, je peux faire appel à mon getter. Et au niveau ici de mon calcul, je peux aussi faire appel à mon getter. Donc je clique sur suivant et on voit que ça scrolle automatiquement de 4 éléments. Je clique sur précédent et ça scrolle vers l'arrière. Alors il me faut maintenant gérer quelque chose, c'est le masquage et l'affichage des boutons en fonction de la situation. Si on est sur la page 0, on veut masquer les choses et si on est sur la dernière page, on veut masquer le bouton suivant.
Donc, je vais me faire une fonction qui permet de mettre à jour l'interface. Cette fonction, je vais l'appeler update UI. Et l'idée, ça va être de l'appeler dès le début de mon chargement, donc ici. Comme ça, si jamais on n'a pas assez d'éléments, ben, ça masquerait ce bouton-là. Mais je vais aussi l'appeler lorsque le scroll a fini. Donc pour cela, je vais prendre mon wrapper et venir écouter un événement intéressant qui est le scroll end. C'est quand l'utilisateur a fini de scroller. Et dans ce cas-là, je vais lui demander d'appeler la fonction update UI. Cette fonction ne va pas faire grand-chose de très compliqué. Elle va dire si la page courante est égale à 0, ça veut dire qu'on est sur la première page. Et dans ce cas-là, le bouton précédent doit se masquer. Donc on va prendre notre pref button et on va faire un set attribute et on va rajouter l'attribut hidden et on va mettre hidden. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'on a une page qui est supérieure à 0 et dans ce cas-là, on va venir supprimer cet attribut-là. Donc on va faire un remove attribute et on va supprimer l'attribut hidden. Vous l'aurez compris, on va faire la même chose pour le bouton suivant. Donc ici, on va faire un next button et on va lui dire hop, de set l'attribut seulement si le numéro de la page est égal au nombre de pages moins 1. Donc on voit que dès le chargement de la page, le bouton précédent est masqué. Je clique ici sur suivant et le bouton précédent s'affiche. Je reclique ici et il se masque. Bon, j'ai un petit souci, c'est que là, je m'attendrais à avoir le bon résultat et je ne l'ai pas. En fait, ici, j'ai fait une petite typo, c'est items to scroll. C'est comme ça que j'avais appelé mon getter. Donc maintenant, si je réactualise, je vais sur la page suivante et on voit que le bouton disparaît. Et quand je reviens sur la page précédente, le bouton réapparaît. Si jamais on avait un nombre d'éléments qui n'est pas consistant, par exemple, au lieu d'en avoir 8, on va imaginer qu'on en a 10. Donc ça veut dire que la dernière page ne va pas être complète. Donc je scrolle un coup, je rescrolle un coup, et on est bon. Dernier petit point, c'est vrai que sur desktop, c'est pas très joli d'avoir cette barre-là. Sur mobile, effectivement, c'est pertinent parce que c'est fluide et ça permet d'avoir un indicateur. Et elle se masque normalement automatiquement lorsque l'on arrête de scroller. Mais sur desktop, c'est pas quelque chose que l'on veut. Donc le premier changement que je peux faire, c'est dans mon CSS, préciser que les boutons de navigation, donc c'était les rooms navigation, je veux les mettre en display none. Ils ne s'afficheront pas lorsqu'on sera sur un petit écran. Ensuite, je vais pouvoir rajouter une media query. Donc on va cibler ici que les écrans qui ont une largeur minimale de 1000 pixels. Et on va rajouter une autre contrainte, c'est que le pointeur soit fine. Alors ça, c'est des media query qui concernent le pointeur, notre curseur. Et quand il est fine, c'est qu'on a un pointeur qui est précis. Lorsqu'on a un autre type de pointeur, ça veut dire qu'on a par exemple un doigt. C'est ce que l'on a quand on a la valeur coarse. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement préciser que pour mes rooms, donc mon wrapper de mes différents éléments, je vais avoir un overflow hidden, ce qui enlèvera cette barre de scroll. Pour autant, même si l'élément n'est pas scrollable d'un point de vue utilisateur, il reste scrollable via les fonctions JavaScript. Et on voit que là, on obtient un carrousel qui a le bon système et qui est visible comme ça. Si jamais on est sur un iPhone, par exemple, qui est, alors peut-être plutôt un iPad Pro, voilà, qui est en largeur. Donc lui, il va avoir les boutons et cet iPad Pro, il aura quand même le système de scroll classique, qui gardera en plus la présence des boutons, hop, qui se masqueront ou qui s'afficheront en fonction de où on en est au niveau du scroll. Et en plus, on a le scroll snap qui permet d'avoir automatiquement un petit snapping. Vous pourriez faire en sorte de ne pas afficher, par exemple, les boutons pour des pointeurs qui sont différents. Là, c'est à vous de gérer comment vous voulez mettre en place le visuel de votre carrousel. Mais comme vous pouvez le voir, on a mis en place un système qui utilise très peu de JavaScript. Le code que l'on a écrit est relativement léger. Alors, on pourrait rajouter des conditions pour faire en sorte, par exemple, que le carrousel, si on clique sur suivant au bout, il revienne au début. Mais si on veut vraiment le comportement de base, on voit que ça nécessite très peu de code et on se base vraiment sur le comportement natif du navigateur pour gérer tout ce qui est scroll et animation. Ce qui nous permet d'avoir le minimum de travail. Aussi, petit point intéressant, ça reste accessible. C'est-à-dire que ici, lorsque je tabule, ça me permet d'aller sur le premier lien. Je vais tabuler, mais automatiquement, quand c'est un élément qui est plus loin sur les côtés, ben, le système de tabulation fait que le scroll va aller au bon endroit. Donc c'est intéressant. Vous pourriez peut-être enlever les boutons de l'arbre d'accessibilité, mais par défaut, ce système-là est déjà accessible et ça, c'est plutôt cool.
Donc ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est le système de scroll snap. C'est vraiment le cœur du système qui permet de faire en sorte que ça fonctionne. Donc avec ce système de scroll snap, on peut préciser que lorsque l'on scrolle et qu'on arrête de scroller, le navigateur va centrer ou se positionner sur un élément particulier. Donc sur mobile, on a fait en sorte de centrer automatiquement. Par contre, sur desktop, on veut que ça soit l'élément à gauche qui soit correctement placé. Et on rajoute un petit peu de JavaScript par-dessus pour ajouter des comportements supplémentaires, mais on laisse vraiment le navigateur faire la grosse partie du travail. Donc j'espère que cette vidéo vous servira, vous permettra aussi de vous passer peut-être de librairies complexes pour gérer des carousels simples, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!